Philippe Maisonnier, j'ai 56 ans, j'ai intégré la profession d'avocat en 1990, au moment de la fusion des conseils juridiques et des avocats, car je suis un ancien conseil. J'ai exercé et j'exerce dans le droit des sociétés, droit des contrats, procédure collective, toujours sur le droit de l'entreprise, l'accompagnement des chefs d'entreprise et des entreprises. J'ai participé depuis 1999, je participe à la vie ordinale, j'étais plusieurs fois membre du Conseil de l'Ordre, ancien bâtonnier du barreau de Lyon, membre du Conseil national des barreaux et vice-président de la commission exercice du droit au sein du Conseil national des barreaux. D'accord. J'ai lu que vous vouliez être commissaire de la marine quand vous étiez jeune. C'est quoi le point commun entre un commissaire de la marine et un avocat? Aucun. Aucun. Le seul point commun, ce sont les études de droit. Mais autrement, il n'y a aucun point commun. Si avec le recul de la profession d'avocat, on peut éventuellement parler d'une notion de voyage et d'aventure et de terre inconnue, puisque lorsqu'on rentre dans la profession, on ne s'attend pas bien souvent à ce que l'on va découvrir au cours de son exercice professionnel. Donc comme un marin sur un bateau qui peut s'attendre à une tempête ou à un gros vent. D'accord. Et c'est quoi un avocat? C'est quoi le rôle, selon vous, d'un avocat? Voilà, ça c'est gigantesque. Il y a eu des tas d'écrivains ou de juristes qui ont écrit sur le rôle de l'avocat. Le rôle de l'avocat, c'est à mon sens aujourd'hui le défenseur de la démocratie, de l'ensemble des droits de tous les concitoyens, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, et c'est le garant de la liberté et de notre République. Dans ce cas, on pourrait peut-être inverser la question. Qu'est-ce que n'est pas un avocat? Qu'est-ce qu'il ne doit pas être? Un avocat ne doit pas être quelqu'un de trop emporté, partisan. Il doit toujours avoir un certain recul par rapport au dossier qu'il a ou aux faits. Mais une fois qu'il s'est investi dans un dossier, il prend fait et cause avec véritablement toujours le respect des principes moraux ou des principes de la profession dans la défense de son client. D'accord. Comment vous qualifieriez la profession d'avocat? C'est un métier, une vocation, une profession? Pour moi, eu égard à ce que vous disiez tout à l'heure, le premier choix n'était pas le choix de l'avocature. Je pense que c'est une passion, parce que lorsque l'on entre dans ce métier, si on n'adhère pas et si on ne se jette pas complètement dans ce métier, on a du mal à percer. C'est un métier extrêmement difficile, psychologiquement, moralement, matériellement. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les avocats ne sont pas des nantis, bien loin de là. L'immense majorité des avocats en France, comme vous me le disiez tout à l'heure avant qu'on commence, ne gagnent pas des sommes mirobolantes. La moyenne d'un avocat, la moyenne d'un salarié d'un avocat, c'est 2500 €. En général, ce sont des gens qui ont fait 7 à 8 ans d'études. Donc quand on essaye de faire des comparaisons, et puis c'est un métier qui est très dur psychologiquement, je crois. Alors, à l'époque où j'étais bâtonnier, les statistiques du Conseil national m'avaient été transmises. C'est la profession où il y a le plus de burn-out. Donc ce qui démontre la difficulté de ce métier. C'est des plages horaires très, très vastes également? Il n'y a pas de plage horaire. Vous pouvez commencer à 5 h du matin et vous arrêtez à minuit. Vous êtes au service de votre client et de vos clients. Donc c'est vous qui gérez. C'est encore un des aspects peut-être sympathiques de la profession, qui est une profession libérale, c'est-à-dire qu'on aménage son temps comme on veut, mais on est tributaire des besoins de son client et de la justice. Vous avez des audiences qui se finissent très tard. Les magistrats, eux aussi, ont des plages horaires qui sont très longues, et contrairement à ce que l'on peut penser, le magistrat et l'avocat sont des partenaires de justice, c'est-à-dire qu'ils travaillent main dans la main pour faciliter la justice et l'application du droit, et ils sont, je dirais peut-être l'expression, corvéables à merci. D'accord. Alors, du coup, pourquoi on devient avocat? Vous dites que c'est si dur. On Il faut devient bien qu'il y ait avocat, une je pense, contrepartie. d'abord par l'amour du droit, parce que le droit est quand même une matière de réflexion, un sujet qui attire les étudiants. Et puis après, on devient avocat parce qu'on a envie aussi de défendre les autres, de s'occuper d'autrui, et puis parce que dans l'image populaire, l'avocat, c'est comme, je dirais, le notaire, le maître d'école, le curé de la Troisième République. C'est une profession qui peut donner un statut, qui, à mon sens, aujourd'hui, le statut n'a plus tellement d'importance, mais qui est une profession libérale, donc qui laisse à son praticien la possibilité de manager un peu sa vie comme il le souhaite.
C'est une profession dans laquelle on bouge encore beaucoup ou on commence, comme beaucoup de professions, à rester derrière un ordinateur? Bon, on bouge beaucoup. On bouge beaucoup. Vous avez d'abord des confrères qui vont plaider dans la France entière. Vous savez des confrères qui interviennent en droit des sociétés dans l'Europe entière, qui de plus en plus on fait appel à des cabinets anglo-saxons ou à des avocats qui parlent espagnol, anglais, allemand et qui sont voués à se déplacer. Toutes les nouvelles branches du droit qui sont apparues au rythme de l'évolution de l'économie et du développement des entreprises nécessitent à l'avocat d'accompagner son client qui est chef d'entreprise et donc de bouger. J'ai remarqué que les avocats étaient très à cheval sur leur déontologie. Alors déjà pourquoi et surtout c'est quoi la déontologie? Alors, la déontologie c'est fondamental. La déontologie c'est pour le client. Et ça c'est quelque chose que les gens, ou du moins le grand public, a du mal à appréhender. C'est que la déontologie, le respect des principes, c'est avant tout pour protéger nos clients. Le grand principe de la déontologie des avocats, c'est le secret professionnel. Ce secret, il est intangible. Ce qu'un client dit à son avocat, ça reste dans le cabinet ou dans la conversation qu'il a avec son client. Et ce secret permet de préparer la défense du client, permet de mettre en place une stratégie, et ce secret permet aussi à l'avocat et au client, et notamment à l'avocat, d'appréhender son client. Même si tous les avocats d'un certain âge ou d'une certaine expérience vous disent, entre grosses guillemets, que le pire de leurs ennemis, ce sont leurs clients, parce que parfois ils ne leur disent pas la vérité. Et là, je parle surtout pour ceux qui font du pénal. Alors, moi, j'ai jamais fait de pénal, mais de tous les confrères ou les amis pénalistes que je connais, beaucoup vous disent cela. Et la déontologie est aussi importante parce qu'elle permet d'avoir des relations non conflictuelles, cordiales, mais quand même chacun à sa place avec les magistrats, avec les autres intervenants, les autres partenaires de justice, ce qui met une protection tant pour l'avocat que pour ses interlocuteurs. D'accord. Est-ce que la déontologie, ça permet de mentir pour son client? Non. Non, non. On ne ment pas pour son client. On travestit peut-être la réalité, mais on ne ment pas. Il y a une différence entre le mensonge et travestir la réalité ou dépeindre des faits en prenant parti pour son client, contrairement à ce que l'on peut penser. Mais l'avocat ne ment pas. D'accord. C'est quoi, vous pensez, les enjeux pour les avocats de demain? On voit justement aujourd'hui, il y a le lien entre le grand public et les avocats qui est rompu. Comment vous pensez qu'ils pourraient appréhender ça, faire en sorte que ça Il change? faut que la profession se modernise. Et on assiste depuis une dizaine d'années à une vitesse phénoménale à la modernisation de la profession, dans le sens où on a des plateformes de consultation juridique par Internet, on a un accès à la connaissance juridique pour le grand public qui est beaucoup plus libre, et ça c'est une très bonne chose. Il faut aller de l'avant, il faut se moderniser, il faut s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux moyens de communication. L'avocat ne reste plus comme il l'était autrefois, assis derrière son bureau à attendre que les clients viennent. L'avocat va chez son client, le client peut le joindre par tout moyen de communication, tout en respectant les principes de secret professionnel autant que faire se peut, parce que ça c'est un vrai problème. Le secret parfois peut être bafoué par les nouveaux moyens technologiques et les nouveaux moyens de communication et d'information, mais c'est fondamental. Pour la profession d'avocat se doit d'évoluer. Et vous pensez que les avocats aujourd'hui en ont conscience? Ça c'est compliqué parce que la prise de conscience et je pense dans la nouvelle génération elle est indéniable. Les nouveaux avocats entre guillemets, ou les avocats qui sont un peu plus jeunes que moi ou bien plus jeunes que moi, ont ça entre guillemets dans le sang. Mais nous, notre génération, les gens comme moi qui ont 56, 57 ans, même si nous nous formons et nous tentons de nous former aux nouveaux moyens de technologie et aux nouvelles façons d'exercer, c'est bien plus compliqué. Et puis la profession d'avocat parfois est assez réactionnaire sur son évolution, mais ça tient plus à des problèmes de politique professionnelle qu'à des problèmes, je dirais, d'évolution économique. La profession d'avocat est organisée, alors vous le savez peut-être, mais ça fera peut-être l'objet d'une de vos questions, entre trois grandes institutions qui sont le barreau de Paris, la conférence des bâtonniers et le Conseil national des barreaux. Et si pendant des années il y a eu une rivalité entre ces trois institutions, grâce notamment
en ce moment à la présidente du Conseil national des barreaux, qui est Madame Ferralchou, qui est ancien bâtonnier du barreau de Paris, qui était bâtonnier de Paris quand moi j'étais bâtonnier de Lyon, qui est une femme extraordinaire. Elle a su créer la mayonnaise et à faire prendre la mayonnaise entre ces trois institutions, le barreau de Paris et la conférence des bâtonniers, ces deux entités sont aussi présidées par des gens de qualité, ce qui fait qu'aujourd'hui ils travaillent plus main dans la main qu'en rivalité, ce qu'on en a pu connaître, hélas, par le passé. D'accord, ça faisait justement l'objet d'une question. Vous pouvez détailler un peu les rôles de ces trois institutions? Bien, le barreau de Paris gère, comme le bâtonnier du barreau de Lyon, son barreau. La conférence des bâtonniers représente les 180 barreaux de France par l'intermédiaire de leurs bâtonniers. Et le Conseil national des barreaux, qui a été créé dans les années 90, tout de suite après la fusion entre les avocats et les conseils juridiques, représente, entre guillemets, c'est au regard des pouvoirs publics, l'institution qui représente la profession d'avocat au niveau national et international. C'est une assemblée composée de 82 membres qui sont élus par leurs pairs, c'est-à-dire par tous les avocats de France, et qui travaillent d'arrache-pied sur toutes les évolutions législatives, sur tous les textes qui leur sont proposés, et qui est, je pense, un garant pour le grand public, et qui veille à ce que parfois le législateur se laisse un peu emporter par des réformes un peu intempestives. Le Conseil national des barreaux prend systématiquement des positions pour défendre les justiciables et aussi les intérêts de la profession, mais surtout le justiciable. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, quand des avocats manifestent, et notamment les dernières manifestations qui ont eu lieu il y a quelques semaines contre la loi justice, c'était pas tellement pour les avocats. Pour une fois, c'était pas tellement pour les avocats, c'était surtout pour les justiciables. Parce qu'on est en train de rompre le lien entre le justiciable et son juge. Et on voit apparaître progressivement des juges robots. Vous en pensez quoi? On peut économiquement l'admettre, puisque on sait qu'hélas, les finances publiques ne sont pas dans un très très bon état, et que l'État veut faire les gouvernements successifs veulent faire des économies, ce que l'on peut concevoir, mais on ne supprimera jamais l'homme et l'être humain face à son juge, et notamment en certaines matières. Alors, il y a des matières où ça se prête plus, où le robot peut effectivement peut-être pallier la présence d'un magistrat, mais tout ce qui est lié aux droits des personnes, au droit pénal, aux droits de la famille, aux droits des enfants, aux droits des étrangers, lorsqu'il y a de l'humain véritablement en cause, on ne peut pas supprimer ce lien, c'est pas possible. Vous savez qu'en ce moment, il y a, avec la Cour nationale de droit d'asile, un contentieux entre la profession et le gouvernement. Très rapidement, il a été institué des audiences par vidéo. En cette matière, qui est le droit d'asile, quand vous avez des gens qui sont des réfugiés et qui ont besoin, qui passent devant un magistrat, ils ont besoin de ce contact avec le juge. Ils ont besoin de s'exprimer devant un juge, ils ont besoin d'avoir un interprète, et on ne peut pas rendre une décision à travers une caméra avec une audience qui se tient à Paris et une petite salle d'audience à Nice ou à Lyon derrière une caméra pour plaider les intérêts de son client. C'est pas possible. Il faut ce lien humain qui est fondamental. D'accord. Si on en revient plus donc sur votre spécialité, vous avez choisi justement le droit des affaires. C'est justement pas spécialement un droit qui a trait à l'humain. Ça consiste en quoi le droit des affaires et pourquoi vous avez choisi ça? Alors j'ai choisi ça parce que d'abord j'étais au conseil juridique et que je voulais faire du droit des sociétés. Parce que le droit des sociétés a toujours été quelque chose qui m'intéressait et que je n'avais pas les qualités pour être un pénaliste. Donc je me suis beaucoup plus épanoui en faisant du droit des sociétés, en rencontrant des chefs d'entreprise, en faisant entre guillemets ce qu'on peut appeler du droit des affaires au sens large, que du droit des personnes. Il y a de l'humain aussi dans le droit des sociétés? Il y a énormément d'humains, contrairement à ce qu'on peut penser quand on a un petit artisan commerçant, hélas, qui dépose le bilan, qu'il a signé des cautions, qu'il est marié, qu'il a des enfants, qu'il a une maison à rembourser et qu'il vient à plier, comme on dit vulgairement, les gaules. Et bien là, il y a de l'humain. L'avocat est là pour l'aider, l'avocat est là pour le conseiller, lui trouver la meilleure des solutions, essayer de faire le dégager de ses cautions, essayer de lui trouver des solutions pour qu'il puisse rebondir. Et là, il y a de l'humain. Alors, ce n'est pas l'humain au sens large que l'on peut connaître, que l'on peut imaginer dans le pénal ou dans le droit de la famille, mais c'est une forme d'humain qui est aujourd'hui, en plus, avec la dureté du monde et de la société dans laquelle on vit,
qui a une grande présence. Le droit, justement, vous parlez de la dureté de cette société. Est-ce qu'il représente une civilisation à un instant T? Oui, et là, s'il représente la civilisation dans laquelle on vit, où tout va très vite, où l'argent devient roi, et ça, personnellement, c'est pas quelque chose à laquelle j'adhère, mais on est obligé d'y vivre, on est dans cette société, on est bien obligé d'y participer et de faire ce qu'on peut. Et vous pensez justement que l'inflation législative, ça va en lien avec cette société qui va trop vite et qui prend pas forcément le temps de voir sur du long terme? Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, c'est certain. L'inflation législative, c'est une très mauvaise chose. On ferait bien de nettoyer un petit peu parfois nos différents codes. Quand vous voyez, mais on a toujours eu cet exemple d'un confrère qui un jour prenait un code d'Alloz de droit social des années 70 ou 80, qui était épais comme ça, et quand maintenant vous prenez le même code, il a cette taille-là, il a été multiplié par 3 ou 4. Donc l'inflation législative, elle est manifestement évidente. Et je suis intimement convaincu, j'ai jamais été un très très grand juriste, mais je suis intimement convaincu que si on dépoussiérait un petit peu tous ces codes, on arriverait à faciliter la vie des concitoyens et la vie du droit en France. On dit que nul n'est censé ignorer le droit, mais est-ce que justement avec cette inflation, on peut connaître le droit aujourd'hui? Nul est censé ignorer la loi, La loi. c'est le principe. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. On ne peut pas demander à tous les citoyens de connaître tous les textes, même bien. Les professionnels eux-mêmes ne les connaissent pas tous, puisque la preuve, on passe nos journées dans les codes ou, ou sur les sites internet pour aller chercher un texte de loi ou un règlement ou une directive, notamment en plus avec l'inflation européenne, qui vient en plus s'empiler sur les textes. Ça devient de plus en plus compliqué. Justement, on va parler de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'Union européenne peut bloquer des fusions-acquisitions, ce qui est vraiment votre domaine? On a par exemple l'exemple Alstom-Siemens ou l'exemple Ryanair-Aer Lingus, où l'Union européenne se positionne en droit des sociétés en disant qu'elle refuse. Je présume, alors je ne suis absolument pas un spécialiste de droit européen et de ce type de dossier, je fais des dossiers bien plus simples. Moi, je n'appartiens pas à ces grands cabinets anglo-saxons qui côtoient le droit boursier et ces fusions-acquisitions dont vous parlez. Ça peut se concevoir pour préserver les intérêts économiques de chacun des pays, ça peut se concevoir aussi pour préserver l'emploi dans ces pays-là, et sur cet aspect-là, sur l'aspect de la préservation de l'emploi et du maintien du travail dans les différents pays composant la communauté économique européenne, moi l'Europe, au sens large, c'est tout à fait admissible. Mais les connotations boursières ou financières, j'avoue que là, ça me dépasse un peu. Bien sûr. Alors, vous avez été bâtonnier, on va essayer d'inviter le bâtonnier actuel, donc on ne vous posera pas de questions sur le bâtonnat à proprement dit, mais est-ce que vous pouvez nous parler de comment s'organise l'ordre des avocats? Donc vous avez parlé des trois institutions, mais est-ce que au sein comment ça se passe au sein d'un barreau? Est-ce que le bâtonnier est seul directeur? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Alors le bâtonnier, heureusement, n'est pas seul directeur, il ne pourrait pas. Il est épaulé d'un conseil de l'ordre qui est plus ou moins composé en fonction de la taille du barreau. Lyon étant le premier barreau de province ou le deuxième barreau de France a un conseil de l'ordre assez important. À Paris, je crois qu'ils sont plus d'une quarantaine. À Lyon, nous devons être 24. Et le conseil de l'ordre épaule le bâtonnier tous les 15 jours lors des assemblées du conseil de l'ordre. Les membres du conseil de l'ordre sont élus par l'ensemble de leurs pairs, c'est-à-dire tous les avocats du barreau de Lyon participent tous les ans à des élections, puisque c'est un renouvellement tous les ans, triennal, puisque les mandats sont de 3 ans pour les membres du conseil de l'ordre. Les membres du conseil de l'ordre sont bénévoles, travaillent d'arrache-pied. Alors on la tête d'une présidence, ça peut être la commission droits de l'homme, ça peut être la commission comptabilité, ça peut être la commission droit pénal, la commission droit de la famille, nouvelles technologies, etc. Chaque commission travaille sur des sujets, les sujets qui préoccupent la profession et la société civile, notamment à Lyon, et participe à aider le bâtonnier dans sa gestion. Le bâtonnier, il a la gestion de représenter l'ordre au niveau des pouvoirs publics, mais il a aussi la gestion de gérer l'ordre. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un différend entre un justiciable et un avocat, le bâtonnier est saisi, ou entre des avocats entre eux, le bâtonnier est saisi, ou un contentieux ou un différend entre un avocat et un magistrat, le bâtonnier est aussi saisi, et c'est lui qui rend une décision arbitrale, qui tranche et qui trouve la solution.
On dit souvent que les avocats sont la dernière corporation de France. Par rapport à ce que vous décrivez, ça pourrait y faire penser. C'est quoi la différence entre les avocats et une corporation? Bah, on pense de corporation parce qu'on appartient à une profession ordinale et que l'on est tous attachés à cette notion d'ordinalité. L'ordinalité, puisque l'on en parlait tout à l'heure, c'est la déontologie, c'est ce fameux secret professionnel, entre autres, de toutes les missions et les obligations que nous avons au sein de notre code déontologique, mais c'est aussi un sentiment, je dirais, d'appartenance à une famille. C'est-à-dire que quand un confrère a des difficultés, il est tenu de voir son bâtonnier, il va voir son bâtonnier, il ne lui en fait pas, et quelques difficultés, que ce soit des difficultés matérielles, des difficultés personnelles, des difficultés avec ses associés, le bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre sont là pour aider les confrères. C'est encore un sens, entre guillemets, bonus pater familias. Hein. C'est le bon père de famille. Il est là pour gérer ses ouailles, les protéger, mais aussi les admonester quand elles font des sottises. Et hélas, on a des confrères qui font des sottises parce que l'erreur est humaine. Du coup, le bâtonnier, c'est comme le père des avocats. Ça serait qui, dans ce cas, la mère des avocats? La mère des avocats, mais ça serait la justice. Très bien. A posteriori, on en retire quoi de la fonction de bâtonnier? Pendant 2 ans, vous ne faites que ça. Vous vous occupez de vos confrères nuit et jour. Et vous pouvez avoir un appel d'un confrère qui est de permanence de garde à vue et qui a un souci un soir avec un substitut de permanence. Vous pouvez avoir un confrère qui vient vous voir et qui vous annonce, comme ça m'est arrivé, qu'il est atteint d'une maladie incurable et qu'il vous amène ses dernières volontés en vous disant j'ai plus de famille, je suis tout seul. Monsieur le bâtonnier, je vous remets mes dernières volontés et s'il m'arrive un pépin, j'aimerais que ce soit vous qui vous occupiez de mes enfants. J'ai perdu mon mari, etc. C'était en l'occurrence une jeune femme. Et ça, c'est assez traumatisant. Du point de vue social, ça vous apporte la chance et le plaisir de rencontrer des tas de gens que vous ne connaissez pas, de tous les horizons, et ça, c'est assez agréable. Du point de vue professionnel, personnellement, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Mais je l'ai fait, moi, j'ai voulu être bâtonnier et j'ai voulu me consacrer à cela pendant 2 ans, par, je dirais, alors ça peut faire marrer, hein, mais par altruisme et parce que j'aime bien m'occuper des autres. Et que j'aime bien donner du temps pour les autres. On vous appelle justement le pédagogue, souvent en surnom. Oui, mais ça, c'est un vieux truc, ça. Oui. Est-ce que vous pensez que justement c'est ce qui peut manquer à cette profession? Est-ce que... La pédagogie du bâtonnier et des membres du Conseil de l'Ordre, elle est toujours présente. Ça manque pas. Ce qui est le problème de notre profession, mais comme beaucoup d'autres professions, je pense, c'est le nombre. Avant que notre conversation commence, je vous disais qu'on n'était pas loin de 3500 à Lyon, et 3500, c'est énorme. On ne se connaît plus. Il y a une époque, même avant que celle que j'intègre la profession, tous les avocats se connaissaient. Ils se tutoyaient tous. Ils avaient plus ou moins des affinités les uns avec les autres. Ils pouvaient se dire des mots d'oiseau, entre guillemets, en plaidant, ou être virulents les uns à l'égard des autres, mais dès que la robe était posée et que le prétoire était fermé, ils allaient prendre un verre ensemble et il y avait une certaine convivialité. Alors l'ordre essaye, à travers les différentes manifestations qui sont organisées, de conserver cette convivialité, cette confraternité, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile eu égard au nombre de confrères qu'il y a à Lyon. Alors je ne vous parle pas à Paris, ils sont 27 000, donc c'est quasiment impossible. Il reste quand même de la solidarité par le fait Oui. que la personne est avocate? Énormément de solidarité quand vous avez un confrère qui connaît des difficultés, notamment des difficultés financières, parce que ça arrive. Ça, je ne sais pas si le grand public le sait, mais des cabinets d'avocats qui déposent le bilan, il y en a hélas énormément, qui se mettent sous la protection du tribunal. Et il y a, par exemple à Lyon, une commission solidarité qui est là pour aider les confrères qui ont des difficultés, les confrères qui connaissent des affres financières, qui n'arrivent plus à payer leurs charges, qui ne peuvent plus payer leurs salariés, qui sont obligés de fermer boutique. D'accord. Il y a beaucoup de jeunes justement qui veulent embrasser la profession d'avocat. Vous avez des conseils à leur donner? Alors, je crois qu'il y a pas mal de jeunes qui sont encore attirés par la profession d'avocat, mais lorsque l'on regarde les statistiques de l'école, de l'EDARA, l'école des avocats de la région Rhône-Alpes, je crois, mais je ne crois pas, je suis même certain, qu'il y a dans les 5 ans qui vont suivre la prestation de serment, 50% des avocats qui vont quitter la profession.
parce que justement, ils s'aperçoivent, et c'est ce dont on parlait au début, qu'en comparativement aux efforts qu'ils ont pu faire, aux efforts que leurs familles ont fait pour eux, pour leur permettre d'accéder à cette profession, eh bien, ils bossent comme des dingues. Ils n'ont pas des statuts bien agréables, parce qu'un avocat collaborateur dans un gros cabinet, c'est pas fatalement une place enviable, c'est corvéable à merci, et ils sont assez déçus de la profession. C'est compliqué aujourd'hui de monter son propre cabinet? Ah bah, la loi vous permet maintenant de mettre une plaque. Avant, il y avait un stage obligatoire, mais maintenant, il n'y a plus de stage. Vous pouvez, dès que vous avez réussi le CAPA à la sortie de l'école des avocats, visser votre plaque. Mais effectivement, c'est compliqué parce qu'il faut avoir un peu de lobbying, un peu d'entre-gens, un peu de recommandations, un peu d'expérience. Et c'est pour ça que beaucoup des jeunes avocats passent par certains cabinets de certaine taille et qu'au bout d'un certain laps de temps, ils quittent la position de collaborateur, salarié ou libéral, pour monter leur propre cabinet. Et ça leur fait un terreau de clients qui leur permet de se lancer. D'accord. Si vous deviez donner une seule leçon de droit, ça serait laquelle? Alors, voilà, je suis bien incapable de vous donner une leçon de droit. Dans quel sens? Pour la profession? Non, pas pour la profession, c'est plus pour justement, on a beaucoup d'auditeurs qui sont des étudiants en droit. Si vous deviez leur donner quelque chose de fondamental qu'il faut qu'ils retiennent, ça serait quoi? L'indépendance. L'indépendance d'esprit et l'indépendance. Parce que je pense que quelqu'un qui est indépendant, d'abord il ne rentre pas dans le système, il a suffisamment de recul pour le critiquer ou y adhérer. Et c'est comme lorsqu'on étudie de mémoire toutes les théories juridiques des différents penseurs, la doctrine ou les grands principes du droit, avoir du recul par rapport à ce que l'on apprend, c'est à mon avis enrichissant. Et ça permet d'avoir une liberté d'esprit, une liberté d'interprétation, une liberté d'appréciation et une liberté intellectuelle. Ça, c'est fondamental. C'est pas dangereux la liberté intellectuelle? Oh non, c'est pas dangereux. Il vaut mieux être libre qu'enfermé. Et vivre libre plutôt que vivre sous un joug, quel qu'il soit. Alors, on a eu quelques questions des internautes et il y a deux questions qui revenaient souvent, qui sont donc, on leur a demandé si vous deviez poser une question à un avocat, ça serait sur son métier, ça serait quoi? La question qui revient souvent, c'est pensez-vous qu'il existe deux justices, la justice des pauvres et la justice des riches? Non, non. Contrairement à ce qu'on peut penser, alors évidemment, en ce moment, on a l'histoire de Carlos Ghosn, on a tous ces sujets. On a aussi, à travers ces sujets, un conflit, ou du moins une opposition entre le droit français ou le droit continental et, par exemple, le droit japonais, où on a le droit de nous mettre en détention provisoire pendant 3 semaines, ce qui ne se passe pas heureusement chez nous. Mais il n'y a pas de... Je pense que les magistrats qui appréhendent et qui rendent les décisions, ils rendent les décisions de la même façon que vous soyez riche ou pauvre. La seule différence, c'est qu'effectivement, les délits ne sont pas les mêmes, ou les infractions ne sont pas les mêmes, ou les problèmes ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes le président de Renault et qu'on vous dit que vous avez détourné plusieurs dizaines de millions d'euros, et que vous êtes quelqu'un qui avait commis une infraction pénale au sein de l'entreprise en détournant 150 euros, on a l'impression qu'il y a une justice de pauvres et de riches, mais le délit il est le même. À partir d'1 euro détourné, l'infraction elle est commise. Et quand on détourne plusieurs millions, ça doit être assez compliqué. Est-ce que c'est nous qui détournons les millions ou c'est nos avocats? Ah ben c'est l'auteur, c'est pas l'avocat. L'avocat il n'est pas complice. On peut détourner tout seul plusieurs millions Ah ben bien sûr. On parlait de M. Ghosn, je ne connais pas le dossier, donc je ne vais pas me permettre de dire des choses que je ne connais pas et puis de dire surtout beaucoup de bêtises. Mais quand on est chef d'entreprise, on prend ses décisions. Alors après, on peut se reposer sur certaines personnes, on peut se reposer sur certains collaborateurs, mais la décision, c'est la personne elle-même qui la prend. D'accord. Vous disiez justement que les juges rendent des décisions identiques, qu'on soit riche ou pauvre. Qu'est-ce que vous pensez des médias et des individus qui sont hors de la sphère juridique et qui jouent le rôle d'une chambre d'instruction? Par exemple, type les lanceurs d'alerte. Ben, on a besoin de lanceurs d'alerte. On a besoin de gens comme ça pour justement faire avancer la société, pour faire avancer les mentalités, pour faire avancer le législateur, pour s'adapter à l'évolution de la société dans laquelle on vit, pardon, et au monde dans lequel on vit.
Vous pensez que c'est comme des bénévoles de la justice? Oui, ce sont des Superman de la justice, si vous voulez, ou des Batman de la justice. Mais il en faut. Mais il faut quand même encadrer, leur fonction, me semble-t-il. Parce qu'après, tout et n'importe quoi peut être dit sur tout et n'importe qui, et ça, c'est pas bon. On frise la calomnie ou des choses comme ça. Mais moi, je trouve que ce sont des gens qui font un très bon boulot. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir Merci à accordé vous. cette interview. Merci à vous, j'espère que je n'ai pas dit trop de sottises. J'espère aussi.